Voilà, on est parti pour cet atelier d'échange et d'information sur le stress et la communication. Alors, on va parler de communication, mais enfin, je veux dire, c'est surtout savoir comment se positionner pour avoir une communication fluide et qui va être orientée vers un consensus. Donc, j'aime bien parler de cette relation gagnant-gagnant qu'on peut imaginer à travers toutes les relations qu'on peut avoir. Et donc, je vais partager des slides là pour reprendre déjà vaguement, déjà brièvement ce qu'on a vu la dernière fois. Vous vous rappelez, on a vu le stress dans l'atelier précédent, le stress, le fonctionnement du stress avec ces. Donc, on résume à trois centres de décision parce que l'automatique en inclut deux. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on avait vu que ce mécanisme du stress, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a l'automatique qui va se mettre en mode défensif et donc qui va quelque part commencer à ruminer dans tous les sens et qui va plus je veux dire, se connecter à l'adaptatif pour obtenir des nouvelles solutions. Et donc à ce moment-là, l'adaptatif envoie un signal à l'instinctif, au cerveau reptilien, pour lui demander de déclencher le stress sous ces trois formes, c'est-à-dire stress de fuite, stress de lutte et stress d'inhibition. Et c'est important pour la communication de bien comprendre dans quel stress peut tomber notre interlocuteur. J'ai envie de dire, mais ça, je vais en parler un peu plus tard. Donc, si je vais un peu plus loin, là, en fait, la communication, c'est vraiment une histoire de s'adapter. C'est vraiment une histoire d'adaptativité, c'est-à-dire que à chaque instant, on est en train de capter ce que la personne dit, on est en train de capter les signaux non verbaux, on est en train de capter plein de choses. Et puis, à chaque instant, on est en train de répondre, donc de réguler. C'est vraiment cette captation régulée qui se fait à chaque fois qu'on écoute la personne et qu'on répond, etc. Donc, c'est deux phases qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et effectivement, l'axiome essentiel, c'est que si on capte dans la défensive, on est dans la résistance, etc. Donc, on va quelque part faire générer du stress qui va nous empêcher d'avoir une réflexion objective et lucide. Alors qu'au contraire, si on se met dans une posture plutôt constructive au moment de capter, à ce moment-là, on va vraiment être beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui se passe. Il y a pas le mental qui tourne dans la tête pour dire bon, que ça ne va pas, etc., etc. On est beaucoup plus présent. Et du coup, ces éléments sont effectivement essentiels pour bien communiquer. Donc, cette capacité à être toujours dans une posture constructive, il y a cet élément, il y a cette personne qui me parle et comment je vais pouvoir petit à petit voilà, amener cette personne vers ce consensus. Après, j'aime bien dire que on pourrait penser que dans une communication, une conversation, en fait, 50-50, c'est la répartition. J'ai 50% de ma communication, tu as 50% de la tienne. Et donc, à nous deux, dans notre relation, dans notre communication, on a 50% chacun. Sauf que si vous appliquez des outils de communication, vous avez 100% sous contrôle. C'est-à-dire qu'avec les outils de communication principalement proposés par Fradin et qu'on a enrichi avec l'approche neurosensorielle, on est capable d'être vraiment totalement lucide sur ce qui se passe, d'apporter la bonne réponse, d'amener l'autre vers sa propre réflexion, même j'ai envie de dire, de sortir l'autre de son stress, de le sortir de sa mauvaise foi et de l'amener à préfrontaliser. Donc, on est capable de ça. Et alors, il y a toujours aussi cette limite, dans quelle mesure ça pourrait être considéré comme de la manipulation. Et là, j'aime bien dire ce que me disait Max, mon professeur de coaching à l'époque, qui me disait, toute relation est une manipulation. L'essentiel, c'est de savoir quelle est notre intention à travers cette relation. C'est-à-dire, effectivement, si j'ai l'intention d'en tirer quelque chose à mon profit et au détriment de l'autre, on est vraiment dans une forme plutôt de relation toxique et de manipulatoire, alors que si on est plutôt dans cette idée d'amener l'autre vers quelque chose qui lui convient parfaitement, on est dans une, j'ai envie de dire, manipulation positive, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de vouloir tirer le torchon vers soi, mais on est là vraiment pour amener à nouveau ce consensus gagnant-gagnant. Donc c'est important de savoir que on a la possibilité d'être tout à fait maître de notre communication. J'ai envie de vous donner un exemple. J'avais un voisin qui commençait on l'entendait gueuler après notre chien parce qu'on a des petits chiens qui avaient tendance à aboyer beaucoup. Ok, j'y suis allé, je suis arrivé, j'avais une personne qui était totalement en colère, etc. Et on est reparti après avoir bu un pot et se serré la main. Donc, on a moyen de gérer toutes les personnes à partir du moment où c'est comment s'y prendre. Et on sait reconnaître justement ces éléments chez la personne qui vont nous permettre de bien capter pour bien réguler. Donc, l'idée, c'est effectivement d'augmenter notre capacité adaptative
dans le relationnel. On avait vu la dernière fois au niveau du stress, de l'émotion, on pourrait dire dans l'individuel. Là, on est dans le relationnel. Et alors, au niveau du profil, du processus réel, hein, on a ces quatre axes, et bien quelque part, on va utiliser les quatre axes et toutes les 16 compétences à travers la communication. On va les utiliser, je vais vous montrer après comment on va les utiliser, à quel moment on va les utiliser, quelles sont les postures, surtout à vraiment conserver en fonction de ce du stade où on en est, la communication, mais on utilise toutes ces compétences pour être dans ce relationnel adaptatif, parce que forcément, il y a l'autre qui rentre en ligne de compte, donc il y a plein d'éléments qu'il va falloir gérer. Donc on a besoin d'être voilà, d'être au maximum de ces compétences à un moment ou à un autre. Je ne reviens pas sur le processus réel, hein, je crois que je l'avais expliqué la fois d'avant. Donc, c'est vraiment ces 16 compétences et ces quatre étapes, quelque part, qui nous permettent de traverser une situation avec fluidité et sans stress et en mode préfrontal adaptatif, hein, avec cette responsabilisation. Je me responsabilise avant mon entretien, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Après, je suis capable d'aller poser des questions, d'être curieux, aussi d'être conscient des présupposés que je pourrais avoir. Donc je vais aller poser ces questions-là. Et puis, je suis toujours dans l'intention constructive d'arriver au consensus. Donc, quelque part, la dimension du cœur est importante. Et puis, c'est inconnu que, oui, effectivement, on est dans un relationnel. Il y a une autre personne qui est là. Donc, je ne sais pas forcément comment ça va se passer, surtout si j'ai des préjugés que ça pourrait se passer mal parce que la personne est difficile, etc., etc. On va voir comment on se prépare justement à tout ça pour éviter le stress qui pourrait justement parasiter la relation de communication, le relationnel. Alors, il y a un outil de Jacques Fradin que j'adore, il appelle ça le tunnel de communication. Et en fait, c'est vraiment les différentes étapes pour aller du départ, donc de moi vers l'autre, hein, la flèche de l'autre côté. Donc là, c'est moi ici, donc quelque part, quelle va être mon intention et quelque part, comment je vais pouvoir amener l'autre vers le consensus à la fin. Et là, on a différentes étapes aussi, le tunnel, voilà. La première, c'est la communication authentique, et c'est vraiment là qu'on va pouvoir gérer vraiment cette capacité à nous mettre en posture préfrontale avant de commencer à communiquer, c'est-à-dire vraiment d'être totalement soi avec soi, présent à l'autre, etc. Et puis après, on va voir comment on peut sortir l'autre du stress. On est capable aussi de sortir de son positionnement grégaire, c'est là qu'on a la mauvaise foi en particulier. Mais on peut avoir aussi une personne qui serait totalement marginale et qui a du mal à s'intégrer à l'équipe, etc. On a pas mal de choses qu'on peut gérer ici dans le positionnement grégaire pour ensuite arriver au consensus, donc communication consensuelle, et si nécessaire, pouvoir placer la personne en métacommunication, c'est-à-dire un peu lui faire prendre l'hélicoptère pour voir les choses à un autre niveau et du coup mieux comprendre comment on peut arriver au consensus. Et là, on a deux tunnels qui sont un peu applicables tout le temps, mais j'en parlerai pas là maintenant. C'est les niveaux sémantiques, c'est-à-dire ce que je fais au niveau du vécu, de la métaphore, de l'explication technique, etc. Et les personnalités, c'est-à-dire en fonction de ce que je peux percevoir de l'autre au niveau de sa personnalité, comment est-ce que je peux au mieux m'accorder avec lui. C'est OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. Voilà, on est dans un atelier d'échange et d'information, donc n'hésitez pas. Vous levez la main, vous me faites signe. Voilà. Oui, est-ce que tu peux préciser grégaire? Grégaire, c'est le positionnement grégaire, c'est en fait comment on se positionne dans un groupe. C'est-à-dire que dans un groupe, il y a toujours un dominant, il y a toujours des soumis qui sont au service du dominant, il y a toujours un marginal qui, dans le cadre d'un troupeau, va permettre, par exemple, d'avoir le prédateur arrivé en premier. Et puis, il y a toujours un axial qui va être vraiment la personne qui va être au centre du groupe. Et c'est un positionnement qui est assez inconscient, j'ai envie de dire. Par contre, quand on commence à prendre conscience de ça, il y a des... j'ai compris pourquoi j'avais été infernal jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, il y a des éléments qui sont vraiment très, très importants au niveau de la relation à l'autre. Ça peut être important dans l'entreprise si on a, par exemple, un dominant dans une équipe qui va vouloir un peu prendre la vedette au manager, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont très importants dans ce tunnel-là. Et d'ailleurs, quand on fait la formation sur la communication, on passe pas mal de temps là-dessus. Parce que c'est un élément essentiel. Il faut vraiment savoir comment gérer une personne pour éviter le pire. Pour éviter le pire. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. OK? Merci. Donc, après, alors, on va parler déjà de la communication authentique.
Et quand on parle de la communication authentique, déjà, j'ai envie de dire comment se préfrontaliser déjà soi. Cette posture préfrontale, c'est une posture un peu particulière qui part du principe qu'en fait, euh, peu importe ce qui va se passer, ça va se passer et quelque part, ça va bien se passer. Le préfrontal, il est dans cette idée que de toute manière, tout est expérience. Et en fait, c'est dans le ici maintenant que ça se passe, tout est expérience. Donc, quoi qu'il arrive, au fur et à mesure que ça avance, ben, j'apprends. On apprend à travers tout ce qui se passe. Et le préfrontal est vraiment cet observateur en temps réel. Donc, il est vraiment ici et maintenant, dans le moment présent. Il est totalement présent à ce qui se passe. Il observe avec beaucoup de lucidité et il vit cette expérience avec beaucoup de curiosité, j'ai envie de dire, et en voyant bien jusqu'où ça va aller. Après, il y a un autre élément de cette posture préfrontale, c'est que tout peut arriver. Je suis ouvert à toutes les possibilités, négatives, positives, peu importe, à nouveau, parce que tout est expérience. Et quelque part, je suis curieux de ce qui va arriver. Moi, j'aime bien dire, si on regarde les événements en Ukraine ou tout ce qu'on peut voir, etc., on ne sait pas ce qui va se passer. Soyons curieux de ce qui va arriver. Et en même temps, si on a la foi, ben, on peut se dire, quoi qu'il arrive, ça ira dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est vraiment cette posture de préfrontalisation un peu particulière. Ce n'est pas de la résignation, ça je l'avais déjà dit la fois d'avant. On n'est pas en train de se résigner, ce qui serait au contraire arrêter l'action. On est au contraire actif, pleinement présent, curieux de ce qui va arriver et en train d'agir et de s'engager pour aller vers une solution qui nous semble adéquate. Et donc, on a la sensation que, effectivement, même si je ne sais pas tout, hein, cette fameuse posture du non-sachant qu'on recommande, eh bien, la réponse va arriver même si je ne sais pas ce qui va se passer, etc. À un moment ou un autre, il y a une réponse qui va arriver. En fait, le dernier point, après, c'est que de toutes les manières, on avance. Et puis, cette sensation de gratitude, parce que l'autre me fait progresser, la situation me fait progresser, la vie m'apporte des éléments qui me permettent de progresser. Donc ça, c'est vraiment typique de ce pilotage adaptatif. Donc, plus on va être dans cette posture-là au moment de démarrer un entretien, plus on va être capable de gérer l'entretien de la meilleure manière qui soit sans rentrer dans la résistance ni quoi que ce soit. OK? Après, ce pilotage adaptatif, justement, si on regarde les compétences, eh bien, c'est vraiment cette histoire de prendre du recul et d'être conscient de sa subjectivité, mais ça, vous allez le retrouver partout. Hein, c'est cette capacité à s'observer soi, à voir comment on est en train de réagir, qu'est-ce qui nous impacte, quelles sont nos pensées, quelles sont nos émotions, quelles sont les sensations corporelles, tout ce qui va me permettre de mieux me comprendre, mieux voir moi, comment je suis positionné quelque part en responsabilisation par rapport à cet entretien. Après, c'est accepter ce qui est. Hein, comme je disais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais bon, j'accepte que ça va, voilà, que c'est là. D'être curieux parce qu'effectivement, voilà, je suis curieux. D'ailleurs, dans cet entretien, je vais poser beaucoup de questions. Hein, c'est un peu la posture du coach quelque part que je vais adopter. Et puis toujours avec cette envie de faire en sorte que les choses se passent bien, s'engager aussi cette relation, dans cet entretien, parce que effectivement, je suis là, je m'engage à être présent, je m'engage à être parfaitement là. Et puis ces aspects de l'inconnu, accepter l'inconnu parce que je ne sais pas ce qui va se passer, s'adapter à l'inconnu parce qu'effectivement, en fonction de comment je vais réagir mon interlocuteur, bah, je vais m'adapter d'une manière ou d'une autre. Et puis, j'ai envie de dire aussi libérer le passé parce que si on a du ressentiment pour une personne, si on a des présuppositions que cette personne pourrait être comme ça, etc., eh bien, on va forcément être parasité avant de commencer l'entretien. Donc, pouvoir faire fi du passé et puis pouvoir dire, voilà, même si ça a été difficile, même si ces personnes m'ont fait des crasses, etc., bah, OK, ici et maintenant, on va bien voir ce qui se passe. On se remet vraiment dans le moment présent en ayant fait libéré, on ne parle plus du tout de ce qui a pu se passer avant. Des questions par rapport à ça? Célia, tu as ouvert ton micro? Non? Non, excuse-moi, c'est parce que je suis passée de la voiture à l'ordi. Ah, ok, d'accord, Désolée. d'accord. Ok, d'accord, ok. Donc, je continue. Après, donc, comment se frontaliser, on l'a vu. Quelle est notre intention? Et là, c'est aussi intéressant de se positionner au niveau de l'intention. Et là, on a un outil, j'appelle ça la constellation de l'intention, quelque part. Ça part du principe qu'on a le moment présent qui est au milieu, c'est le ici et maintenant. Et puis, à gauche, on a
ce qui pourrait être négatif, hein, je le mets à gauche, c'est par pur, voilà, c'est par pur formalisme, voilà. Donc, le passé négatif, c'est tout ce que j'ai comme souvenirs douloureux, souvenirs d'échecs, que je peux avoir comme ressentiment, des personnes qui m'ont blessé, etc. Et puis, par rapport au futur négatif, ma pensée, elle pourrait être aussi dans ben, j'ai peur de ce qui va arriver, je suis inquiet, je vais m'imaginer plein de choses. Et donc, à chaque fois, ça, c'est des postures qui sont, enfin, c'est des pensées, on va dire que c'est la pensée. On est en train de voir où est-ce que se positionne la pensée. Si la pensée, s'il y a des éléments dans ma pensée qui sont liés à des passés négatifs ou une anticipation négative, eh bien, l'idée, c'est de le prendre en compte. Et de le prendre en compte avec une phrase magique qui est le même si. Même si j'ai eu déjà des difficultés avec cette personne, même si je ne sais pas comment ça se passait, même si je crains qu'il se mette dans telle ou telle posture, ok, c'est même si, mais c'est accepté. Avec ce même si, c'est vraiment l'idée que tout ce qui s'est passé avant ou tout ce qui pourrait se passer après, eh bien, ok, c'est accepté, même si c'est là. D'accord. Et après, dans ce moment présent, c'est l'histoire de mettre une action. Donc, ici et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici et maintenant, je me positionne vers le consensus. Ici et maintenant, que j'accepte d'être titillé, etc. Enfin, voilà. L'action que je vais mettre ici et maintenant, dans le présent, pour me préparer. Et dans le but de quoi? Dans le but de, bah là, on va aller plutôt vers le futur positif, c'est-à-dire de réussir cet entretien, d'arriver au consensus, etc., etc. Et ces trois étapes-là, donc ce même si, peu importe ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, ici et maintenant, j'agis, et dans le but de, plus on va les visualiser et plus on va les ressentir, plus on va vraiment aider à nous préfrontaliser et à poser cette intention constructive avant de démarrer la communication. Donc ça, c'est aussi un outil qu'on voit dans la formation, c'est un outil vraiment essentiel pour vraiment poser la bonne intention et vraiment visualiser le futur positif, le but atteint, et se mettre vraiment dans la posture, l'action nécessaire pour aller vers ce but, même si il y avait tous ces éléments négatifs qui sont là et que je prends en considération. Il ne s'agit pas les renier. Hein. On n'est pas dans le déni, hein, le comportement Barjot, si vous vous rappelez, le bannir. Non, je ne suis pas en train de renier ça, je suis en train de l'accepter au contraire. L'accepter et de l'intégrer. D'accord. Donc, comme si, quand je suis dans le même si, c'est un peu négatif, ça titille. Quand je suis dans le présent, ben, au contraire, je ressens l'action. Et quand je suis dans la visualisation du futur positif, à ce moment-là, je ressens aussi que j'ai atteint mon but. Et là, mon intention, elle est posée. C'est un super Euh, outil. Oui. et justement, dans le cas d'une relation difficile, voire éventuellement toxique, tu appliques le même schéma? Ouais, même si je sais que cette personne est toxique et que ça risque d'être compliqué, ici et maintenant, je mets en place, je me protège et voilà, je sais pas ce qu'on pourrait dire, hein, dans le but de ne pas me retrouver défavorisé à l'issue de l'entretien. Tu vois, après, on adapte, mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est valable pour tout, hein, même pas forcément dans la relation, c'est valable pour tout, cette intention constructive. OK? Donc, après, troisième étape, c'est établir la bande porteuse. C'est-à-dire, en fait, établir quelque part la bande qui va permettre la communication. C'est un peu comme quand il y avait des vieilles radios FM à l'époque. Hein, on n'avait pas forcément des diffusions 24 heures sur 24 et la nuit, on entendait un sifflement. Bzzzt. En fait, c'est la bande porteuse qui allait être modulée, en fait, pour pouvoir ensuite créer le son. Donc, c'est ce qu'on appelle la bande porteuse. C'est pour ça qu'on appelle la modulation de fréquence. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est quoi? C'est vraiment établir ce lien sur lequel on va pouvoir vraiment s'appuyer pour communiquer. Et là, en fait, imaginez que vous avez une personne qui est comme ça devant vous. Hein, c'est un entretien, voilà, enfin, vous êtes voilà, en relation avec elle. Voilà, elle est comme ça devant vous, elle ne bouge pas, elle ne dit rien, les yeux vers le sol. Et en fait, là, c'est marrant parce que dans la formation, d'ailleurs, on essaie un peu, enfin, on fait des jeux de rôle là-dessus, mais la plupart des personnes, alors soit enfin, elles vont parler, ou alors elles vont commencer à s'énerver, etc. Tu te bouges, etc. Bon, tu peux partir. Donc c'est marrant de voir comment on peut réagir par rapport à une personne qui est juste prostrée. Mais j'ai envie de dire que là, les trois questions à se poser, c'est d'abord quel est son besoin à cette personne. D'accord. On ne sait pas quel est son besoin.
On ne sait pas pourquoi elle est comme ça. C'est peut-être par rapport à nous, c'est peut-être par rapport à autre chose. Peut-être qu'elle a eu un chagrin d'amour la veille et qu'elle est encore complètement parasitée par ça, etc. Enfin, voilà, il y a différentes choses, mais on ne peut pas savoir son besoin. Donc, c'est quoi son besoin à cette personne? C'est difficile de le savoir. Après, comment l'aborder? Alors, oui, est-ce qu'on va vouloir absolument lui parler? Est-ce qu'on va vouloir démarrer un dialogue? Ça ne va pas être évident parce que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas disposée à parler. Elle n'a pas envie de parler, elle est complètement prostrée. Et la troisième question, c'est du coup, comment se positionner soi? Et là, l'idée, c'est que quand vous avez une personne qui est comme ça, l'idée, c'est vraiment de se mettre en position basse, c'est-à-dire ne rien essayer d'imposer. Là, c'est alors, quelqu'un qui serait un peu proactif, etc. Il voudrait à tout prix faire bouger, etc., etc. Mais au contraire, on peut provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire que la personne se sent envahie, elle va se refermer de plus en plus. Donc, l'idée, c'est pas d'être en posture haute, mais au contraire de se mettre en position basse, peut-être simplement faire part de son ressenti, faire part de ce qu'on observe, petit à petit, juste, voilà, et puis laisser des moments de silence pour qu'au fur et à mesure, la personne puisse commencer à s'ouvrir. Hein. On est d'accord, c'est un peu excessif comme posture, mais ça peut arriver. Vous avez une personne qui est totalement en rupture de communication. Si vous essayez à tout prix de commencer la communication, ça ne marchera pas parce qu'elle n'a pas envie. Alors que si vous me positionnez en posture plutôt basse, avec une forme d'humilité, et que vous lui faites part juste de votre ressenti, à ce moment-là, j'ai envie de dire, on touche l'humain. On touche l'humain, on n'est plus dans il faut à tout prix du résultat, etc. À ce moment-là, on va pouvoir déclencher quelque chose qui va permettre d'établir la relation et de commencer à communiquer, commencer à poser des questions. Mais là, si on essaye de poser des questions à cette personne, elle ne répondra pas. Ah ben, elle n'a pas envie de répondre. Donc, cette bande porteuse est essentielle parce qu'à partir de ce moment-là, c'est un peu comme on dit en coaching, hein, établir la relation de confiance, c'est-à-dire vraiment avoir posé le cadre, etc. Ben là, on n'est pas dans du coaching, mais on va quand même se positionner comme une personne qui est juste là, à l'écoute, et qui n'essaye rien d'imposer, et qui est juste présente à l'autre. Et quelque part, j'aime bien dire que le plus beau présent qu'on puisse faire à une personne dans ce cas-là, c'est notre présence. Dire le présent de la présence, le cadeau de la présence. La présence, c'est important. Et peu de gens sont vraiment capables de donner de la présence. Quand on voit tous les gens ont leurs problèmes, etc., ils en parlent à droite, à gauche. Enfin, ils parlent beaucoup d'eux, pas beaucoup de l'autre, et ils ne sont pas forcément beaucoup présents à l'autre, ou alors ils veulent à tout prix lui apporter une solution, etc. Là, c'est vraiment faire le cadeau de cette présence. Je suis juste présent avec toi. Je te fais part de ce que je ressens. Il n'y a pas d'obligation, je ne t'oblige à rien. Et je suis dans cette posture qui va, au fur et à mesure, permettre d'établir cette relation de confiance et cette relation d'intimité qu'on va mettre en place dans les processus de coaching aussi. Après, bah oui, donc là, si on regarde les compétences qu'on a utilisées, bah c'est toujours hein, prendre du recul, être conscient de sa subjectivité. De toute façon, ça, j'ai dit, ça ne changera pas. Accepter ce qui est, accepter que la personne est dans cet état-là, accepter qu'elle rumine, accepter qu'elle ne veuille pas parler. OK, c'est vraiment une pleine acceptation. Rester totalement présent à cette personne. Je suis vraiment ici avec toi. Je ne suis pas en train de penser à autre chose. Je ne suis pas en train de faire autre chose. Je suis vraiment avec toi. Avoir cette intention constructive bah, d'établir cette communication et d'agir avec le cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de critiquer la personne, on est juste en train de l'aider, d'être présent avec elle pour l'aider à s'ouvrir. Et puis accepter l'inconnu parce que voilà, on ne sait pas du tout pourquoi la personne est comme ça et on le saura peut-être pas ou on le saura peut-être plus tard, etc. Mais en tout cas, accepter cet inconnu que voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, je suis ici avec cette personne et puis on va bien voir ce qui se passe. C'est à se lâcher prise sur ce qui pourrait se passer. Après, la deuxième posture, ça va être vraiment, on est dans l'exploration, parce que là, dans cette communication, une fois qu'on a établi la bande porteuse, eh bien, l'idée, c'est d'être plus dans l'écoute active et le questionnement que dans le parler soi. Euh, Parce que justement, les personnes parlent beaucoup, parce que les personnes n'écoutent pas beaucoup, eh bien, il faut être capable d'écouter tranquillement, en étant présent, et de rebondir sur des questions. Alors, c'est un peu la posture de coach, c'est-à-dire que c'est une écoute qui est neutre. On aime bien dire écran blanc, c'est-à-dire que j'accueille tout ce que tu me dis, donc être attentif aussi à son non-verbal, pas commencer
à faire une grimace si la personne dit quelque chose qui nous déplaît, etc. Il y a aussi la capacité de poser des questions ouvertes et courtes. Ça, c'est aussi des éléments du coaching. On est vraiment dans le coaching. Écoute active et questionnement, c'est du coaching. Donc, plus les questions vont être courtes et ouvertes, plus la personne va avoir un champ de réponse. Et donc, on va pouvoir vraiment avoir un maximum d'informations de cette étape de l'exploration, hein, dans le processus réel. Et puis, d'aller explorer la réalité. OK, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi tes difficultés, etc., etc. D'être vraiment dans l'exploration de la réalité. Pour ceux qui connaissent les niveaux logiques de Diels, hein, déjà, si on va voir l'environnement, les compétences, les comportements, il y a déjà pas mal de choses à aller questionner, même avant de rentrer dans les croyances, etc., qui seraient plus du domaine du coaching. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre d'une personne en lui posant des questions. Et du coup, ça nous donne aussi de l'information qui va nous permettre voilà, de mieux comprendre, comme je disais tout à l'heure, les besoins de la personne, et donc du pouvoir, du coup, aller vers ce consensus. On a besoin d'avoir ces informations pour mieux comprendre la personne et pour mieux comprendre comment on peut trouver un consensus ensemble. Et donc, dans cette étape, effectivement, toujours les deux premières, on est vraiment totalement dans l'exploration. C'est-à-dire qu'on accepte ce qui est, on accepte la réponse qu'on va avoir, on accepte peut-être des comportements de stress, etc. On va voir un peu plus tard comment on les gère. On est aussi en train d'observer sans préjugés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mental qui est en train de dire oui, mais cette personne, de toute façon, elle est comme ça, il est comme ça, etc. De toute façon, il ne changera pas, etc. On peut avoir beaucoup de préjugés par rapport à une personne, donc on va éviter toutes ces présuppositions qui déforment en fait la réalité, qui la rendent moins objective. Et activer la curiosité, bien sûr, pour poser des questions, poser des questions. Et alors, toujours avec cette dimension d'une intention constructive et d'agir avec le cœur, hein, c'est-à-dire vraiment en lien avec l'autre. On a créé ce lien et on est vraiment ensemble pour avancer vers quelque chose de constructif. D'accord? Des questions par rapport à ça? Non? Bon, bon. Donc, après, il y a un élément qui est sympathique, c'est que si l'autre est en stress, comment on fait? Eh bien, on est capable de sortir l'autre de son stress. Et là, c'est vrai qu'on va beaucoup, on va tenir compte du type de stress de cette personne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en stress de fuite, est-ce qu'elle est en stress de lutte ou est-ce qu'elle est en stress d'inhibition? On ne va pas apporter la même réponse. Pourquoi? Parce qu'un stress de fuite, une personne, c'est une personne qui est dans une situation qui lui déplaît ou qui est dans une forme d'anxiété. Donc, pour rappel, le stress de fuite, elle bouge, voilà, elle va peut-être rougir, etc., etc. Donc, puisqu'elle a, on parle de fuite, eh bien, l'idée, c'est d'aller faire un petit tour avec elle. Tiens, viens, on va à la machine à café, tiens, on va faire un petit tour, on va marcher un peu, etc. Ça va atténuer ce stress de fuite. Stress de lutte, c'est quoi? C'est une personne qui veut avoir raison. Donc, pas commencer à lui dire calme-toi, etc., parce que ça ne sert à rien. Au contraire, lui dire, OK, d'accord, je comprends que tu sois en colère. C'est quoi ton besoin, quelque part? Parce qu'une personne qui est en colère, c'est une personne qui a un besoin. Et un stress d'inhibition, c'est une personne qui va être plutôt dans le découragement. Et donc là, de quoi elle a besoin? Elle a besoin d'être valorisée et elle a besoin de soutien. Donc, on va vraiment tenir compte et il faut être capable d'identifier le type de stress. Par exemple, dans la formation, on voit vraiment comment on repère à coup sûr dans quel type de stress est la personne pour pouvoir ensuite apporter la réponse reptilienne. Hein. Ce que je vous ai dit, c'est reptilien. Le stress, ça se passe au niveau du reptilien. Donc, bouger, diriger pour le stress de lutte, il veut diriger, donc c'est quoi ton besoin? Et partager pour le stress d'inhibition, donc c'est vraiment partager, la valoriser, etc. et soutenir. Voilà. Donc, c'est vraiment des réponses reptiliennes et ça marche très, très bien. La personne, vous sortez une personne du stress en quelques secondes, parce que vous avez vraiment apporté la réponse dont le cerveau reptilien, qui est à l'origine du stress, enfin, commandé par le préfrontal, par l'adaptatif, bien sûr, eh bien, va pouvoir gérer la situation. Et donc, oui, c'est un effet immédiat. Ça marche tout de suite. Ça marche tout de suite, c'est assez génial. Et donc, vous avez la capacité dans une communication de sortir l'autre de son stress. Ça veut dire vraiment, à nouveau, de rester vraiment totalement présent. Hein. C'est cette notion de présence, d'être présent à ce qui se passe, d'être présent à tous ces signes non-verbaux qui vont vous faire voir que la personne commence à être en stress. Hein. Si elle commence même simplement à faire ça, vous voyez, OK, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est deux doigts qui tapent. Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est de l'impatience
parce que du coup, elle a envie que ça avance et donc on serait plus dans le stress de lutte? Ou est-ce que c'est plutôt une forme d'anxiété parce qu'elle a envie que ça bouge et elle aimerait quitter la situation? En tout cas, peu importe, on a déjà un signe qu'il va falloir être capable d'interpréter. On a d'autres critères diagnostiques qui nous permettent de vraiment bien identifier le stress. Et à partir de ce signe et du critère qu'on aura pu poser, ben, d'apporter la réponse reptilienne pour sortir la personne de son stress en quelques secondes. Voilà. Et ça fonctionne à nouveau très très bien. Ça, c'est des outils qui sont éprouvés de longue date que j'ai partagé en coaching avec je ne sais pas combien de managers et ça fonctionne parfaitement bien. Fait penser à quelque chose, ça me fait penser à... C'est qu'en fait, les gens qui sont en stress d'inhibition, qui sont donc découragés, la plupart du temps, on fait exactement l'inverse de ce dont ils ont besoin, parce qu'on va leur dire, mais non, mais il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. C'est-à-dire qu'on leur donne, on rajoute en fait une couche sur le stress d'inhibition, en fait. Exactement, exactement. Si quelqu'un qui est découragé, tu lui dis ah, bouge-toi, C'est allez, bon, ça. c'est pire. Si quelqu'un qui est en stress de lutte, tu lui dis de fuite, arrête de bouger, comme ça, calme-toi, c'est encore pire. Et quelqu'un qui est en stress de lutte, donc en colère, si on dit arrête, calme-toi, c'est encore pire aussi. Donc oui, en général, on a les mauvais réflexes. Alors que savoir tenir compte du type de stress, c'est de savoir quoi, quelle réponse apporter, oui. Donc ça veut dire effectivement accepter ce qui est et être totalement présent et accéder à ses ressources parce qu'effectivement, être capable, avoir les outils pour sortir l'autre de son stress. D'accord? Alors, après, le fameux positionnement grégaire, donc, dont on parlait tout à l'heure, c'est là, c'est le deuxième étage du cerveau hein, qu'on met dans le cerveau automatique. Mais en fait, c'est un peu comment on va se positionner par rapport aux autres. Et alors, c'est un positionnement qui varie en fonction des groupes. Hein. Euh, il faut savoir, par exemple, que enfin, pardon, oui. Non, non, il y a une question, non? Non, j'entends un petit bruit. Je coupe le micro. Donc, il faut savoir que, par exemple, un bébé ici, il est axial, c'est-à-dire qu'il est bien avec tout le monde parce qu'il a besoin de pouvoir être posé, porté de bras en bras. En même temps, il est dominant, naturellement dominant, parce qu'il a besoin de dire quand il a besoin de manger, d'être changé, etc. Donc, il a besoin de s'affirmer, il s'affirme. Et que petit à petit, l'éducation va le ramener vers une posture d'assertivité, c'est-à-dire, je suis capable de m'imposer, comme je suis capable d'écouter, et je suis capable de faire confiance, comme je suis capable aussi d'être vigilant. Donc ça, c'est vraiment l'assertivité. Sauf qu'on est tous plus ou moins ailleurs. Enfin, on peut être parfaitement assertif. D'ailleurs, plus les gens travaillent sur eux, plus ils vont être naturellement assertifs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport, ce positionnement grégaire va changer en fonction des groupes. Mais là où c'est difficile, principalement, c'est beaucoup avec le dominant. Voilà. Pourquoi? Parce que le dominant, c'est lui qui va rentrer facilement dans une posture de, il ne veut pas être abaissé, il ne veut pas perdre la face, donc il peut rentrer facilement dans la mauvaise foi. Il peut mettre à mal une réunion parce qu'il va commencer à faire des, des, des affirmations en fait, inappropriées. Enfin voilà, c'est un peu particulier et ça nécessite vraiment d'être parfaitement conscient de où est-ce que se situe la personne. Et donc, avec ce dominant, déjà, il faut comprendre que donc voilà, le rapport de force, il est là. Le dominant, il a toute confiance en lui, c'est confiance en soi. Je suis vraiment tranquille, et alors que le soumis a beaucoup moins confiance en lui. Le soumis, il va peut-être plus se sentir un peu responsable, alors que le dominant, il va estimer que c'est plus au soumis de faire le travail. Mais du coup, le soumis, si vous mettez un soumis dans un poste de manager, ça va être difficile pour lui parce qu'il va avoir du mal à donner des consignes. Et si vous mettez un dominant dans une équipe, c'est pareil, ça va être difficile parce que le dominant, il va vouloir quand même avoir son petit côté VIP. Donc, comment vous allez gérer ces personnes? Vous allez les gérer surtout en faisant attention de ne pas aller contre leur effet parce que ça pourrait provoquer une réaction encore pire. Si vous avez un dominant ici et puis que vous le rabaissez, vous l'humiliez face à un groupe, par exemple, c'est comme si vous étiez en train de tirer une ficelle et qu'après, il va être encore plus dominant. Donc, ça sera encore plus difficile à gérer. Donc, le rapport de confiance en soi et de force, c'est vraiment cet axe vertical. Et l'axe horizontal, ça va plutôt être le rapport de confiance en l'autre. D'accord?
D'ailleurs, rapport de force et de confiance en soi, non, c'est en l'autre quelque part. Donc, rapport de force et rapport de confiance en l'autre. Et là, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est inconscient, ça varie selon le groupe. Une personne peut être dominante dans un groupe, elle peut être marginale dans un autre groupe s'il y a un autre dominant qu'elle ne veut pas rentrer en confrontation avec le dominant, mais qu'elle n'a pas envie non plus de se mélanger avec les soumis. Elle peut être totalement soumise dans un club de sport, par exemple, parce qu'elle est dans une équipe et qu'elle va faire exactement ce que le capitaine va dire. Enfin, vous voyez, ce positionnement grégaire varie en fonction des groupes. On va inconsciemment se positionner entre ces deux axes-là et ces quatre extrémités. On va inconsciemment se positionner en fonction du groupe. Toujours, enfin, le positionnement grégaire, en fait, lui, il est là pour permettre la survie du groupe. Et donc, effectivement, à traiter avec beaucoup d'attention parce que, comme je disais, si vous soumettez un dominant, après, ça va être pire. Et d'ailleurs, dans beaucoup de sociétés, enfin, je parle d'entreprises où c'est pas respecté, on s'aperçoit, par exemple, que, voilà, si on a mal géré tout ça, on va avoir un peu quelque part de la rétention d'informations, du sabotage. Je connaissais une société où les toilettes étaient systématiquement détruites. Et ça, c'est quoi? C'est des personnes probablement qui sont dans ce positionnement grégaire et qui ont été, d'une part, probablement maltraitées quelque part et qui vont avoir besoin de se venger. C'est assez inconscient, mais c'est là. C'est là. Il faut le savoir, il faut en tenir compte. Donc ça, c'est important et donc d'être bien capable de gérer la mauvaise foi. Et donc, si on parle justement de cette mauvaise foi, ouais, cette personne tout à fait sympathique qui nous fait deux doigts d'honneur, eh bien, les raisons de cette mauvaise foi, c'est justement que cette personne n'a pas envie de perdre la face. Elle est sur une posture défensive et c'est tout sauf perdre la face. Donc, elle va tout faire pour pas faire pas perdre la face, elle va mentir, elle va inventer des trucs, voilà, etc. Donc là, en fait, c'est vraiment par rapport à ça une posture très particulière. Et pareil, dans la formation, quand on fait les jeux de rôle sur la mauvaise foi, je vois que les personnes s'énervent. Ça les énerve d'avoir une personne en mauvaise foi. C'est difficile à gérer. D'ailleurs, pour beaucoup de managers, c'est le pire d'avoir une personne en mauvaise foi parce qu'on ne sait pas comment la prendre. On se sent énervé en soi. Et en fait, si on commence à s'énerver, eh bien, la personne en mauvaise foi a gagné parce qu'elle nous a déstabilisés. Donc, et encore plus essentiel dans cette communication de bien gérer le stress, d'être bien dans cette ouverture, cette intention constructive, parce que sinon, on va se faire emmener, on va se faire impacter par la personne et du coup, on va perdre la capacité d'apporter les bonnes réponses et on va se faire embarquer. Donc, cette posture, c'est vraiment cette posture de ce qu'on appelle le faux naïf. Le faux naïf, c'est un peu comme Colombo, on pourrait dire, Colombo, l'inspecteur Colombo, qui a l'air un peu bête, comme ça, qui pose des questions, etc., mais qui petit à petit, par son questionnement, va amener la personne dans une forme d'entonnoir. Et l'idée, c'est non pas de la condamner comme Colombo, parce qu'il se retrouve face à des assassins, mais c'est de trouver ce consensus gagnant-gagnant, percevoir le moment où la personne va être d'accord pour trouver une réponse et ensuite faire tout ce qu'il faut pour que la réponse soit adaptée et d'avoir mis toutes les garanties pour que la personne fasse vraiment ce qu'elle a fait comme ce qu'elle doit faire. Là, on est beaucoup dans un processus de délégation qu'on apprend dans la formation neurosystémique qui permet vraiment de baliser la personne et de faire en sorte qu'elle ne peut plus nous refaire le coup de la mauvaise foi si on lui demande quelque chose et qu'elle est d'accord pour le faire. Donc il y a vraiment des éléments très particuliers, mais il faut savoir que ça marche très bien parce que par votre posture particulière, où vous allez plutôt rester silencieux, vous allez vous gratter la tête, vous prenez des notes, etc., eh bien c'est vous qui déstabilisez la personne qui est en mauvaise foi. Parce qu'elle est en train de se demander mais à quoi il pense là, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire, etc. Donc, il va se poser des questions parce que la personne en mauvaise foi a plutôt l'habitude que la personne en face tombe dans un stress de lutte. En général, s'énerve, se met en colère. Et donc là, zut, alors ça marche pas. En face, il est toujours aussi calme et en même temps, il fait des choses que je comprends pas. Donc, oui, oui, oui. Donc, on est capable de se positionner pour justement sortir la personne de sa mauvaise foi. Et là aussi, ça marche très bien. Vous avez des questions par rapport à ça? C'est peut-être un peu plus touchy, j'ai envie de dire. Patrick, oui? Adopter une posture justement de mauvaise foi également par rapport à quelqu'un qui est de mauvaise foi pour lui faire comprendre bah, que qu'on comprend son positionnement. Donc tu vois ce que je veux dire? Enfin,
ça sera pas on va pas se mettre dans une posture de mauvaise foi. En fait, la vraie posture pour gérer la mauvaise foi, c'est je pars du principe que ce que me dit cette personne est vrai, mais j'ai besoin de comprendre. Mhm. C'est-à-dire, voilà, elle me dit, voilà, elle avait un truc à faire, elle n'a pas eu les infos de la compta, ok. Je vais partir du principe que c'est vrai, mais j'ai besoin de comprendre comment ça se fait qu'elle n'a pas eu les infos. Est-ce qu'elle a vraiment demandé les infos? Comment elle les a demandées? À qui elle les a demandées? Etc. Et donc, a priori, la personne, comme je note tout en plus au fur et à mesure, elle sait bien qu'elle ne pourra pas dire non, je n'ai pas dit ça, parce que non, je l'ai noté. Donc c'est vraiment, je ne suis pas dans une posture de mauvaise foi, je suis dans une posture au contraire d'accueil de ce que dit la personne. Je pars du principe que ce que tu me dis est vrai, mais j'ai besoin de comprendre. Il y a un truc que je ne comprends pas, comme Columbo quand il se gratte la tête, là. Ok. Oui, Alicia? Oui, Olivier, shalom, algo. J'aimerais savoir, et puis quand la personne elle a vraiment une mauvaise foi parce que c'est très confirmé, alors comment je fais pour avancer? Parce que je sais qu'elle veut bloquer la chose et moi je veux que cela puisse avancer et qu'elle dise avant qu'elle voulait avancer et maintenant elle bloque la chose. Alors là, tu te prends comment? Euh, disons que si elle t'a dit qu'elle voulait avancer, c'est que déjà il y avait un consensus qui avait été trouvé. Voilà, D'accord? exactement. Et même Donc, signer une convention, un accord, et après eh que bien, cela est il faut signé bien et tout, définir comment ça va se passer dans la réalité, c'est-à-dire par rapport à cet accord, c'est quoi la prochaine étape, l'étape d'après, etc., etc. Et cetera. Et qu'on se mette vraiment d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour aller vers la solution qu'on a trouvée. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme peut-être des moyens de se prévenir si ça commence à déraper. Enfin, on va mettre en place des choses pour faire en sorte que tout soit bien balisé et que en plus ça va être écrit. C'est très essentiel de d'écrire tout. Hein, donc à la limite, on a une convention, on a un accord, ok, bon, on en fait un petit mail et puis on lui envoie. Ok, on s'est bien mis d'accord sur tel point, tel point, tel point, tel point. Il ne pourra pas vous dire non, parce que ça vient d'être fait. Comme ça, on a voilà. toujours cette possibilité de revenir sur ce qui avait été décidé. Et comme on a bien balisé, ben voilà, de mettre la personne face au fait qu'elle n'a pas respecté ce qui était convenu. Ah, ok, Voilà, voilà. voilà, c'est ça. Et derrière ça, une personne qui continuerait malgré tout, Mhm. on peut penser que ça devient une personne toxique. Donc, il Mais y a ça, c'est peut-être. clair. Mais ça, c'est clair. Voilà, Mais voilà. alors, si Mais ça enfin, finit non, même au tribunal et c'est toxique, alors la solution, c'est couper la relation. Couper la relation. mais ça, Il c'est n'y aura clair. pas de relation possible parce que l'autre ne cherche qu'à nous objectiver et à prendre le dessus. Donc, il ne peut pas y avoir de relation constructive. Avec une personne toxique qui reste dans sa mauvaise foi, dans toute sa manipulation, il faut couper la relation. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, quand il s'agit d'une succession, c'est difficile jusqu'à ce que la succession ne soit faite. Ah, Donc, bah là, après, il y a toujours. J'ai un cousin qui est notaire, il me dit tu ne peux pas savoir le nombre de familles qui s'engueulent au moment de la succession. ouais, ouais, Donc, c'est effectivement. ça. Moi, j'avais des questions par rapport au grégaire juste avant. Oui, Qu'est-ce que c'est la posture du marginal? Alors, j'ai bien vu dominant, soumis et axial, mais le et marginal, c'est une personne qui veut rester à l'écart du groupe, voilà, qui a pas envie d'être mêlé aux autres, qui préfère rester seul, et donc qui reste à l'écart du groupe. Il faut savoir que ce positionnement grégaire, à l'excès, ça devient pathologique, c'est-à-dire que le dominant, ça devient un assassin ou un manipulateur, etc. Le marginal pourrait tomber dans une forme de parano. D'accord. L'axial, lui, va rentrer dans un délire un peu délire mystique, comme dirait Fradin. Et le soumis, lui, c'est plutôt, il se responsabilise pour tout et c'est plutôt, au pire, je préfère disparaître que de ne pas avoir réussi ce qu'il fallait que je fasse. Mais le marginal va devenir parano. Donc, tant qu'il est dans sa forme de marginalité, tant que ça ne pose pas de problème, à la limite, en entreprise, on va essayer de lui donner un poste où il n'a pas besoin d'être au contact des autres. Mais par contre, si jamais il y a vraiment, il commence à y avoir des soupçons que les autres lui en veulent ou le regardent différemment, etc., etc., on va appliquer la même méthode que pour la gestion de la mauvaise foi. C'est-à-dire, ah bon, ils t'en veulent, à quoi tu le vois, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah bon, tiens, c'est étonnant. Et donc, etc. On va à nouveau poser des questions pour aller explorer avec lui en partant du principe que ce qu'il dit est vrai pour justement l'amener peut-être à prendre conscience qu'effectivement, bah, non, il peut quand même, etc., etc.
Mais c'est le même principe. La gestion de positionnement de grégaire, que ce soit la mauvaise foi ou autre chose, c'est à chaque fois la même chose. D'accord. Et est-ce que tu as dit que ça changeait en fonction des groupes, qu'on pouvait être dominant dans un groupe et éventuellement soumis dans un autre, c'est ça? J'ai bien compris ça? Oui, 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 absolument, absolument. Personnellement, je suis D'accord. dominant. Quand j'ai travaillé avec l'école de coach qui m'avait formé, quand ils m'ont proposé de faire partie de l'équipe, il était hors de question que je me mette en opposition avec le dominant du groupe parce que c'était une personne que j'aimais bien, c'était mon mentor, etc. Donc, j'étais plutôt marginal. Dans ce groupe-là, j'étais Marginal. marginal. Il y avait les autres, il y Hmm. avait etc. Et puis moi, j'étais plutôt la personne un peu à part. D'ailleurs, on me reprochait de pas beaucoup partager ce que je faisais, etc., etc. Mais c'était naturellement, c'était inconscient, hein. C'est après quand j'ai suivi les cours de Fradin et que j'ai compris ça que là, c'est comme tout devient clair, quoi, ça devient clair. D'accord. Et juste dernière question, est-ce qu'il y a un rapport avec les couleurs de test disque? On pourrait dire que le D, il est là, le marginal, ça pourrait être le bleu, le soumis, ça pourrait être le vert, et l'axial, ça pourrait être le jaune. Ok. Mais je ne vais pas plus loin, on pourrait dire, d'accord? Ouais, d'accord. Hmm. D'accord? Parce qu'un voilà, un directif peut être soumis, il peut être directif parce qu'il a une pression, etc., etc. Donc, enfin, je veux pas plus loin que ça, mais D'accord. D'accord. dans les grandes lignes, ça pourrait être ça. Merci. Et encore une fois, le calme, hein, le calme, votre posture préfrontale, votre intention constructive du début, c'est essentiel. Après, on arrive donc à la communication consensuelle. Et la communication consensuelle, c'est quoi? C'est comment vous allez trouver une solution? Eh bien, en fait, vous allez d'abord impliquer l'autre dans la recherche de solutions. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez donner la solution en premier. Vous allez lui demander sa solution et peut-être aussi ses solutions. Et là, il y a aussi toute une technique pour pouvoir amener la personne justement quelque part à préfrontaliser, parce qu'elle va explorer en profondeur, elle va chercher des nouvelles solutions, etc. Donc, elle est vraiment dans une posture de préfrontalisation. Et l'avantage d'amener l'autre comme ça dans la recherche de solutions, c'est qu'il va d'abord à chaque fois vous donner des réponses qui lui conviennent. Il va aussi se sentir impliqué dans la communication, c'est important, hein. Donc, vous n'êtes pas en train de lui donner votre solution, mais vous êtes en train d'abord de l'impliquer dans la recherche de solutions. Et puis, il va peut-être vous donner des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc, c'est essentiel. La solution, vous allez d'abord la demander chez l'autre et vous allez explorer en profondeur à nouveau, tiens, ce serait quoi une autre solution, etc., etc., pour justement avoir un maximum de possibilités de solutions sans rien imposer, sans rien imposer, et au contraire en facilitant ce dialogue. Et effectivement, ça va être un enrichissement mutuel parce que vous avez des informations, vous avez des possibilités qui vont émerger de l'autre interlocuteur que vous pouvez vous-même compléter ou voilà, modifier légèrement. Et donc, normalement, une fois qu'on est d'accord sur une solution et qu'on a bien défini comment ça se passait, eh bien, on a trouvé le consensus. D'accord? Donc ça, c'est une première étape essentielle. Enfin, c'est l'étape principale qui va permettre le consensus. Sauf qu'il y a peut-être des moments où le consensus ne va pas être facile à trouver. Et à ce moment-là, on va passer dans la dernière étape du tunnel de communication dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la métacommunication. On va faire prendre de la hauteur à la personne. C'est un peu comme si j'ai deux stylos, puis je jette les deux stylos par terre, et puis je dis, tiens, bah, ça c'est moi et ça c'est toi. Et d'après toi, ces deux-là, comment ils peuvent s'entendre? C'est-à-dire que je dissocie la personne, je la mets en métaposition par rapport à ça, de manière à lui faire comprendre, de prendre cette hauteur et d'être dans une posture beaucoup plus préfrontale parce que il est détaché, il n'est plus dans le raisonnement automatique, etc., à chercher la solution, etc. Non, il est détaché, il prend du recul, il voit ces deux éléments que vous avez posés, ça peut être sur un tableau, deux ronds, etc., peu importe, hein. Et puis, du coup, ça va être favorable à ce qu'il puisse, du coup, trouver peut-être une autre solution à laquelle il n'avait pas pensé parce qu'il a été capable de prendre ce recul. Et on peut en arriver à ce que j'appelle le consensus ultime, c'est que, au pire, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais au moins on est d'accord. Et au moins, à travers toute cette relation de communication, eh bien, on a pu échanger, on a pu s'enrichir, on a pu grandir, et du coup, on est d'accord pour recommencer. Si on doit recommencer, on sera toujours dans une bonne posture pour discuter parce qu'on aura bien établi la langue, la bande porteuse, parce qu'on aura eu vraiment cette écoute tout du long, parce qu'on aura pu arriver à chercher ensemble une solution.
Et même si on n'y arrive pas, ben, c'est pas grave, la prochaine fois, on y arrivera peut-être. Donc, c'est à nouveau, c'est pas grave, c'est typique du préfrontal. Donc, je vois que 52, je vais rapidement vous parler de la communication, donc la formation à la communication consensuelle et adaptative. Donc, c'est vraiment pour avoir des relations harmonieuses, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, parce que ça marche partout. On a un premier niveau e-learning où vous avez des présentations du cerveau, du mécanisme du stress, mais enfin, en suivant ces ateliers, vous commencez déjà à en savoir pas mal. Après, on va aller justement commencer sur cette première phase de communication authentique et de gestion du stress de l'autre, hein, ce qu'on a vu, les 2 premières étapes. Après, on va aller justement comment on va impliquer l'interlocuteur dans cette communication, ce consensus, etc. Et après, on va aussi aller voir comment gérer les personnalités difficiles pour aboutir au consensus. Donc, c'est principalement, ce que je disais, on va passer beaucoup de temps sur le positionnement grégaire et sur la mauvaise foi. Mais on va aller voir aussi d'autres éléments, comment faire un feedback négatif de manière constructive, hein, quand on doit faire un feedback à quelqu'un, un reproche, quand on doit dire non, comment on va le faire. Comment on va aussi augmenter la confiance et l'estime de soi chez l'interlocuteur. Il y a des outils aussi, des petites phrases toutes bêtes, mais qui vont aider. On va aussi voir les conflits des personnalités. Ça, c'est un outil qu'on voit aussi dans la formation de coach qui s'appelle le cadran d'Hoffman, pour voir effectivement qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre et comment elles peuvent se fixer l'une et l'autre un challenge pour arriver à collaborer ensemble. Et puis, oui, je n'avais pas dit dans l'atelier 2, on va avoir aussi, c'est souvent un problème chez les managers, les petits trucs et astuces pour accroître la visibilité dans les réunions. C'est tout bête, mais il y a des petits trucs tout bêtes à mettre en place et qui permettent justement de s'insérer dans une discussion voilà, avec beaucoup de tact et pouvoir dire ce qu'on a à dire et du coup être visible. Parce que chez pas mal de gens, pour être visible, pour rentrer, enfin avoir des promotions, etc., ils ont besoin d'être visibles. Il y a une manière d'être visible sans tomber dans le dominant qui ferait son esclandre ou dans les personnes qui veulent à tout prix moi, moi, moi. Il y a des manières beaucoup plus efficaces et beaucoup plus durables de se rendre visible dans les réunions. Donc ça, c'est un peu le contenu de la formation. C'est 3 ateliers de 3h30 qui se déroulent le samedi matin. Donc ça commence le 23 septembre et c'est 3 semaines de suite. Le tarif, c'est 650 euros ou 3 fois 220 euros. Et bien sûr, on pouvait le financer par les OPCO. Pardon, voilà. Hop. Et donc, parce on est Calliope, donc non, il ne veut pas rester là, tant pis. On est Calliope, donc il y a tout ce qu'il faut si vous avez des OPCO avec votre entreprise pour le faire financer, ça fonctionne tout à fait. Voilà, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette communication sans stress et donc sur la formation qui va avec. On pourrait dire qu'en fait, là, on a combiné 2 formations. On a combiné la formation sur la gestion du stress et de l'émotion et la formation sur la communication. Mais à nouveau, on est là pour acquérir les soft skills nécessaires pour se gérer soi, gérer l'autre. Et puis, comme on le verra dans d'autres ateliers, gérer l'organisation aussi de la meilleure manière qui soit. Voilà, voilà, j'aurais été le partage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vois qu'on a 2 minutes de 14 heures, donc si vous devez partir, je comprendrai. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Alicia? Alors, Olivier, je suis volontaire pour faire les cours. Maintenant, j'aimerais savoir, ces 3 heures, elles impliquent aussi combien de temps aussi pour les cours suivants. Donc, le 23, nous commençons. Nous aurons aussi combien d'heures pour travailler à côté? Est-ce qu'il y aura des exercices à côté? Comment ça se passe, s'il te plaît? Il y a des exercices à côté. C'est surtout beaucoup de l'intégration personnelle. C'est surtout moi dans mon quotidien, comment je fais pour voilà pour s'observer, parce que on va pas forcément tomber sur de la mauvaise foi. Donc, comment pratiquer la mauvaise foi, j'ai envie de dire. Par contre, pourquoi pas s'entraîner de toute la manière dans nos formations, on a toujours ce principe qu'on crée des groupes de partage Oui. avant. OK, ça c'est certain. Et on a mis en place aussi ces réunions de supervision régulièrement où vous pouvez poser les questions, etc. Donc, il y a toujours ce suivi dans la durée qui permet de rester en contact
et de vous accompagner dans l'apprentissage de tout ça. Mais c'est beaucoup un travail de réflexion sur soi, parce qu'encore une fois, c'est des situations, bon, je suis en train dans relation avec l'autre, est-ce que l'autre va tomber dans le stress ou pas? Je ne sais pas, mais comment je vais le gérer? Non, par contre, c'est bien d'avoir intégré ces pratiques pour pouvoir justement les utiliser le moment où ça arrive. D'accord. Et puis pendant les cours, il y aura des pratiques, donc Oui, bien j'imagine que sûr, oui. absolument. Et puis il y a les tests comme tu fais régulièrement dans tes cours, c'est ça? Les tests, Les tests, oui, il y a des les petits, évaluations. oui, oui, des petits tests, ouais, des petites évaluations, Ah, oui, ok. absolument. Ouais. Sur le D'accord. propositionnement grégaire, justement. Voilà. D'accord. Écoute, moi, ça me dit surtout s'il y a des pratiques qu'on puisse faire, en tout cas que je puisse présenter un cas qui est vraiment très concret. Si, si c'est possible, volontiers. Alors, tu crois que ça OK. serait possible? De présenter un cas, tu veux dire, bah, tu peux travailler sur ce cas, oui, au fur et à mesure que tu apprends des choses. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Ah, d'accord. Mhm. Ok, très bien. Oui. Bon, parfait. Alors, je m'inscris. Alors, je m'inscris volontiers. Super. OK, merci Alicia. D'autres questions par rapport à ça? Non, Célia, Moi, non. ma question, c'est est-ce qu'il y aura d'autres dates? Parce que là, moi, ça ne correspond pas du tout à Oui, mon il y aura programme. d'autres dates, bien sûr. Oui, oui, Ok. oui, 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 oui. Ça, c'est une formation qu'on fera régulièrement, hein. Ça va dépendre en fait de la demande, hein. Si on a beaucoup de participants, on en fera une autre à suivre. Et si c'est plus classe, plus calme, on attendra peut-être janvier. Ça sera peut-être une par trimestre, quoi. Mais je pense qu'une par trimestre, c'est possible. Voilà. Ok. Voilà. OK, Merci. c'est fini. Super D'autres intéressant. questions? Pardon? Merci beaucoup. Moi, je vais y aller. Super intéressant. OK. Merci beaucoup. Merci Célia. Bonne journée. Donc, ben, on va s'en tenir là, on va arrêter. Voilà, 14 heures, c'est un peu le challenge que je m'étais fixé. On y arrive, donc Super. c'est Merci Merci, parfait. beaucoup, Olivier. Olivier. Merci beaucoup, c'est super Merci. intéressant. Question, qu'est-ce que vous pensez de cet horaire là pour les réunions comme ça d'information? C'est mieux que le soir? Oui, ça me convient très bien. Oui, pareil, là, enfin, vous Moi, êtes, les deux me conviennent. les deux te conviennent? Voilà. D'accord. 13 à 14, je Oui, jamais oui, ça me rien. convient Donc, aussi. Bon, et le ok. soir, c'est bien aussi. Donc, Ok. Parce que je fais des essais là, le samedi matin, 11 heures comme la dernière fois, ou alors le midi. Ok, bon, en tout cas, on se retrouve la prochaine. Je ne suis plus quand c'est la prochaine, mais je le rappellerai dans le mail avec le replay. Merci, Olivier. Puis, merci. je pourrais te parler Merci. à la fin? Je pourrais te parler à la fin une minute, s'il te D'accord, plaît? d'accord, ça marche, ça marche. Ok, Merci Au beaucoup. j'arrête revoir. l'enregistrement.